L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes tendinites, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente mon Quoi de neuf Vince du mois de février 2020. Et oui, on est déjà rendu en février. Il me semble que ça passe vite l'année, je sais pas. Je sais pas pour vous, mais il me semble que j'étais déjà dans mes vacances de Noël. Puis là, je me retrouve dans mes vacances de la semaine de relâche. Je vais avoir une semaine d'ailleurs de relâche très active au niveau ludique. Enfin bref, donc je vous présente en fait dans cette vidéo les différents jeux auxquels j'ai joué pendant le mois de février. Donc si ça vous intéresse pas d'écouter la vidéo au complet, je vous comprends un tout petit peu, principalement parce que c'est long. Donc, je vous encourage à aller voir dans la description pour regarder les différents jeux auxquels j'ai joué, puis à quel moment j'en parle dans la vidéo. Alors, sans plus attendre, vous remarquerez que j'ai un petit problème. Ben, j'ai une petite grippe, hein, qu'est-ce que tu veux. Ça arrive à ce temps-ci de l'année, surtout au Québec. Il fait un petit peu froid, il fait chaud. Des fois, ça gèle, des fois, la neige, hein, elle disparaît, puis là, soudainement, elle réapparaît. Ben, c'est ça. Hein. Donc, on y va, sans plus attendre. On va commencer tout d'abord avec 1960 de Making of a President, donc, ou Kennedy contre Nixon. C'est un jeu en fait qui reprend la mécanique principale de Twilight Struggle où les joueurs vont représenter en fait deux partis en fait politiques / économiques qui sont très distincts. Dans ce cas-ci, en fait, un joueur représentera Kennedy et l'autre joueur représentera Nixon. Et la mécanique principale qui est reprise de Twilight Struggle, c'est le deck commun où est-ce que chaque joueur va créer une main à chaque début de tour composée de différentes cartes et ces cartes-là peuvent être positives ou négatives envers soi. Et on peut activer la carte soit pour son événement, soit pour les points de campagne, ce qui nous permettra de pouvoir s'établir un peu partout sur le plateau et encourager en fait nos auditeurs, les gens à voter pour nous. C'est super intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'expérience en soi. J'ai trouvé que 1960 reprend très bien l'énergie, la dynamique de Twilight Struggle, mais la condense en un temps plus raisonnable, c'est-à-dire environ 1h30 à 2 heures de temps de jeu. Et surtout, le rend plus accessible. Et il y a un petit côté aussi où est-ce qu'on peut jouer avec la chance, parce que dans Twilight Struggle, on a un lancer de dés qui parfois peut être très qui peut jouer contre nous, même si on joue super bien, ça se peut que le dé des fois nous dise ben non, hein, tant pis pour toi. Alors que dans 1960, on a ajouté à la place un principe de hasard, de pige via un sac, où les joueurs vont pouvoir accumuler des cubes représentant leur couleur de parti, donc rouge pour Nixon, je pense, et bleu pour Kennedy. Donc, on va piger là-dedans et on peut en ajouter davantage ou ne pas en ajouter du tout, ce qui fait en sorte qu'on peut vraiment venir mitiger le hasard. Donc, je pense que cette partie-là est super intéressante, particulièrement pour les joueurs qui pourraient être frustrés par le côté un peu hasardeux que Twilight Struggle offrait et qui nous empêchait d'avoir un certain contrôle. Alors que là, on a un peu plus de contrôle. Bon, si on a 2 fois plus de cubes, ben, on a 2 fois plus de chances de pouvoir tirer nos cubes. Ça se peut que non, hein? C'est le hasard, c'est ce qui fait la beauté des jeux de société à un moment donné. Le hasard fait bien les choses parfois un peu moins, mais ça c'est une autre histoire. Je pense par contre que le plus gros problème, c'est que pour ma part, ce serait difficile de sortir 1960 parce que j'ai l'impression que rendu là, peut-être que je présenterai Twilight Struggle malgré tout, parce que définitivement, j'ai vraiment un favoritisme envers Twilight Struggle. Je trouve que ce jeu-là est génial à tout point de vue. Ceci étant dit, je peux voir par contre vraiment un potentiel très intéressant pour les joueurs qui sont moins intéressés à avoir une expérience plus longue, moins intéressés à avoir une expérience plus intense et surtout moins
moins intéressés à vouloir se plonger dans la guerre froide. C'est peut-être un sujet qui est un peu moins intéressant que la campagne Kennedy-Nixon qui a quand même marqué l'histoire des États-Unis. Donc, ça fait en sorte que j'aurais le goût d'y rejouer. Malheureusement, je pense pas nécessairement avoir le temps ou l'opportunité. Et comme je dis, si je suis pour sortir un jeu à 2 joueurs, ben je risque de sortir peut-être Twilight Struggle à la place. Mais bon, ce n'est pas quelque chose. Je recommande quand même le jeu et définitivement, si vous êtes capable de vous procurer une copie de la première édition, parce qu'il y a une nouvelle édition qui a été rééditée par GMT qui est superbe d'ailleurs. Ceci étant dit, la nouvelle édition n'est qu'en anglais seulement, alors que la première, on peut la retrouver en français dans le côté usagé qui n'est pas nécessairement dispendieux. Et c'est vraiment un très très bon jeu, là. Je recommande vraiment ce jeu-là, particulièrement si vous aimez les expériences à 2 joueurs qui sont très crunchy, très croquantes et qu'on a beaucoup de viande autour de l'os. Vraiment, c'est un jeu qui va offrir à son public quelque chose d'extraordinaire, vraiment une campagne épique et on ressent vraiment la thématique somme toute. Aussi grâce aux différents éléments historiques. Un jeu, et ça a été mon gros coup de cœur du mois, An Infamous Traffic par Cole Wehrle, qui est un jeu de 2016 qui a été... malheureusement, la production n'a pas été très grandiose sur celui-ci. Vous irez voir la vidéo critique et explication des règles. Vous comprendrez ce que je veux dire par rapport au côté production et le matériel. Sinon, j'ai fait aussi une vidéo à table où est-ce qu'on va discuter, moi et certains amis avec qui j'ai joué au jeu, de notre expérience de jeu. Je vous expliquerai en plus en détail d'ailleurs si ça vous intéresse plus tard dans la vidéo, le concept derrière à table. Donc, In Infamous Traffic reprend en fait les éléments historiques d'une époque assez sombre entre l'Angleterre et la Chine. L'Angleterre désire vouloir s'infiltrer à travers les régions côtières de l'opium. Hein? Donc, on cultive du pavot et on veut aller transférer de l'opium là-bas, créer une demande et surtout s'infiltrer pour être capable d'avoir un certain pied à terre là-bas. Je ne recommencerai pas nécessairement la critique au grand complet de ce jeu-là, mais wow! Quelle expérience! Je pense qu'il n'y a personne qui joue à ce jeu-là et qui reste de glace. Et je pense que personne ne peut rester, ne peut pas reconnaître le génie derrière ce jeu-là. Définitivement, ça peut ne pas tomber dans les cordes de certains joueurs. J'ai d'ailleurs joué une partie tout juste hier et il y a un joueur qui n'avait pas tant apprécié son expérience, mais c'est pas grave parce que la personne en question avait grandement reconnu le génie derrière tout ça. C'est un jeu qui est extraordinaire à tout niveau, principalement au niveau des mécaniques et comment est-ce que c'est intégré avec la thématique. On a plusieurs détails à se rappeler à un point tel que des fois on peut oublier certaines règles. Ceci étant dit, c'est un jeu qui, je crois, va offrir tellement quelque chose d'immersif qu'à un moment donné, on perd de vue la qualité médiocre du matériel et on commence réellement à s'immiscer dans le thème et on commence aussi à discuter avec les autres joueurs autour de la table, on commence à négocier, on commence à voir les différentes opportunités, on commence à voir aussi comment bloquer les autres joueurs, mais surtout c'est un jeu qui ne tient qu'à un seul fil au niveau de l'équilibre, ce qui fait en sorte qu'on veut toujours voir qu'est-ce que les autres joueurs sont en train de planifier à long terme, on veut calculer aussi les différents coûts et surtout voir quelles sont les différentes choses qui pourraient nous mettre dans le trouble en bon québécois. Donc vraiment, c'est une expérience de jeu hors du commun et définitivement, moi, ça tombe dans mon top 10 maintenant de tous les temps. Si ça vous intéresse de jouer, je suis partant x1000. Je vais vous montrer ce jeu-là. Un jeu qui, je crois, mérite davantage d'attention médiatique. Et c'est pour ça que, pour moi, ça a été un gros coup de cœur et que ça tombe dans mon top 10, An Infamous Traffic. D'ailleurs, Cole Wehrle a eu les droits, donc Olenspiel, qui était la compagnie qui a édité le jeu, a redonné les droits à Cole Wehrle. Donc, c'est probablement dans son état d'esprit de peut-être refaire le jeu, le rééditer. Mais on ne le sait pas encore, ça va dépendre de beaucoup de choses. Pour l'instant, il est beaucoup dans son nouveau projet Oath. Hein? Donc, j'ai très hâte d'ailleurs de voir de quoi ça va avoir l'air Oath. Un petit jeu
que mon cousin m'avait proposé, Bees, Secret Kingdom. Et Bees, en fait, reprend la mécanique principale de Splendor, où est-ce que, bon, on doit récolter des ressources et ensuite récupérer des cartes qui vaudront des points en fin de partie. Mais le fait de façon plus simple, plus accessible et au-delà de ça, on a vraiment une qualité de jeu hors du commun, des super belles cartes, un artwork, un design, une esthétique sublime. Ça a été vraiment un coup de cœur pour plusieurs personnes. Pour ma part, j'aime bien ce jeu-là. Je trouve que c'est un beau petit jeu accessible. Ce serait peut-être pas nécessairement le jeu que je vais jouer entre deux gros jeux. Disons que j'en ai d'autres en tête. Mais je pense que Bees pourrait trouver un plus grand public selon moi à cause de vraiment sa beauté, son esthétisme, mais au-delà de ça, son accessibilité. C'est vraiment un jeu qui est simple à comprendre. On met le jeu sur la table et déjà à la base, on est capable de comprendre sans même expliquer grand-chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont trouver un intérêt, une belle modulation aussi. On avait essayé de faire certaines règles maison par rapport à la pige de cartes ou par rapport à comment récupérer les cartes qui vont nous donner du pollen. Parce que dans le jeu, en fait, c'est très simple. Parce que plutôt que de récolter des ressources de notre choix, comme à Splendor par exemple, dans ce jeu-là, on va piger d'une pioche deux cartes qui vont nous indiquer, on va choisir une des deux. Et en haut à droite, nous allons avoir les différents gemmes de pollen. Donc, il y a 4 couleurs. Et en bas à gauche, ça nous indique quelles gemmes que les autres joueurs pourront récolter. Donc, on est toujours en train de regarder un petit peu qu'est-ce que les autres font. Donc, c'est pas pleinement solitaire et c'est pas pleinement... on se bloque pas nécessairement de façon c'est pas des clashs qu'on va vivre, mais vraiment c'est des petites des petits coups hein, qu'on va faire. Je veux dire, je vais prendre ça, je vais prendre cette carte là en conséquence de ce que les autres joueurs ont, donc ils pourront pas récupérer ces gemmes là étant donné qu'on peut juste avoir 3 gemmes d'une certaine couleur. Mais je pense que c'est un bon jeu qui fait bien son travail et qui fait bien la job qu'il est censé faire. Donc, si ça vous intéresse, Bees de Secret Kingdom, allez voir ça. C'est un petit jeu en vraiment pas cher, maximum 25$. Probablement, je ne sais pas s'il est disponible en Europe. À vous de vérifier. Mais je vous encourage à aller voir ce petit jeu-là. Probablement une critique très bientôt aussi sur les ondes de l'école du jeu. J'ai joué énormément à Era Medieval Age. Donc, j'ai joué 3 parties de ce jeu-là. Je dis énormément, c'est pas si pire que ça, 3 parties. J'aime beaucoup, je trouve que ce jeu-là, en fait, avant que Sylvain en parle dans le top 10 des jeux de 2019, ce n'était pas un jeu qui m'attirait nécessairement. Je n'avais pas eu vraiment d'intérêt parce que je trouvais que le speech de vente ne m'intéressait pas en soi. Et quand j'y ai joué chez lui d'ailleurs, après avoir tourné le top 10, j'ai vraiment trouvé le jeu super intéressant. Et je me suis récupéré une copie, je l'ai montré à ma femme et on a joué et on a rejoué et on a rejoué. C'est vraiment un jeu très plaisant, qui est simple, qui est le fun. J'aime le côté du hasard derrière ça, où est-ce que c'est frustrant parfois, on aimerait donc bien avoir quelque chose qui concorde avec nos plans, mais malheureusement, il faut être capable de se revirer de bord comme sur un Dixen. Donc, être capable de changer nos plans à long terme, étant donné qu'on n'a pas nécessairement lancé ce qu'on désirait. J'aime aussi le fait de devoir nourrir ses ouvriers. Donc, ça fait en sorte qu'on a toujours cette espèce de dynamique-là où est-ce qu'on veut avoir beaucoup de dés pour avoir plusieurs actions, pour récolter plusieurs ressources, pour être capable de bâtir plusieurs bâtiments. Mais en même temps, on veut pas trop en avoir parce que si on n'est pas capable de nourrir nos ouvriers, à ce moment-là, malheureusement, on risque de perdre des points. Donc, j'adore j'aime bien cette mécanique-là de devoir nourrir nos ouvriers. Donc, ça nous permet tout le temps jauger, avoir un certain équilibre entre jusqu'à quel point que je veux avoir des actions qui vont devoir me coûter quelque chose. On a un peu ce feeling-là comme dans Agricola. Et ironiquement, je ne sais pas pourquoi, je pense que le côté, peut-être c'est le côté engine building, le côté où est-ce qu'on bâtit notre propre petite machine à un moment donné qui nous fait
récolter des ressources, qui nous fait récolter des points. Je pense qu'il y a comme un feeling similaire à Agricola, malgré que c'est deux jeux qui sont entièrement différents, mais j'ai l'impression que ça vient un peu toucher la même fibre ludique en dedans de moi. Je sais pas si c'est juste moi ou peut-être que c'est vraiment juste la similarité entre nourrir nos ouvriers. Enfin bref, écoutez, si vous voyez une similitude, ben dites-moi-le, dites-moi que, hey Vincent, t'es pas fou, moi aussi j'ai vu une similitude. Si vous faites comme, ben t'es fou, ben dites-moi-le que je suis fou, c'est bien correct. J'accepte toute critique constructive. Il y a Expedition to New Dell que Sylvain a fait une critique et pour ma part, j'ai juste joué une partie. J'ai trouvé ça bien, mais je n'ai pas été aussi charmé, j'ai pas tombé en bas de ma chaise comme Sylvain. Je trouve que le jeu, peut-être qu'il y a une grosse partie résidant dans la chance ou le fait que tu piges plusieurs cartes et que ces cartes-là, ben écoute, vont déterminer beaucoup de choses en début de partie, où est-ce que tu t'en vas, etc., etc. Pour ma part, j'avais pigé des cartes qui étaient très facilement, c'était des bâtiments qui me permettaient de produire des ressources et étaient très facilement, je pouvais les construire très rapidement étant donné qu'il y avait un coût très très bas, alors que les autres joueurs avaient pigé des cartes un peu plus dispendieuses, ce qui a fait en sorte que j'ai pu vraiment commencer à me dépêcher à créer plus de dollars, d'argent, donc ce qui me permettait de créer plus de bâtiments ou encore me déplacer plus rapidement. Donc, j'étais un petit peu mitigé par rapport à ce jeu-là. Peut-être c'est juste la circonstance qui a fait en sorte que j'ai eu une plus grande facilité. Mais en même temps, je suis prêt à y rejouer et surtout le fait qu'il y ait 8 chapitres, qu'on soit en train d'ajouter du nouveau matériel, qu'on soit en train d'ajouter peut-être des nouvelles petites règles, je ne le sais pas trop, j'ai pas nécessairement lu là-dessus, mais ça semble quand même très intéressant et ça peut probablement se complexifier ou même créer plus d'opportunités. Parce que je trouvais aussi que l'autre chose peut-être qui me chicotait, c'est que ça vient d'un jeu qui, ça nous vient, en fait l'idée derrière le jeu vient de Oh My Goods, qui était un petit jeu de cartes qu'Alexander Pfister a fait, je pense que c'était en 2015 ou 2016, qui avait passé pas mal en dessous du radar. Et dans ce jeu-là, en fait, c'était un engine building. Un peu, ça me faisait quasiment penser à Race for the Galaxy parce qu'on avait cette main de cartes et on pouvait jouer une carte, mais l'argent que l'on possédait, c'était des cartes. Donc, on devait jeter des cartes pour être capable de créer, de pouvoir construire cette machine-là en question. Et les ressources que ça créait, ben, c'était des cartes qu'on plaçait en dessous de notre machine. Donc, ces cartes-là valaient un certain nombre d'argent alors que les autres cartes sur d'autres machines valaient un peu plus cher ou un peu moins cher. Et on avait aussi le principe de réaction en chaîne, donc du chaining qu'ils appellent dans le jeu. Donc une carte va pouvoir produire certaines ressources et ces ressources-là vont pouvoir être utilisées par une autre machine qui, cette machine-là, va pouvoir créer une meilleure ressource et qui, lorsque elle crée ces ressources-là, si l'on combine avec un autre type de ressources, ben, cette machine-là va créer une plus grande ressource, etc., etc. Donc on avait vraiment une espèce d'arbre technique, un arbre de ressources qui était super intéressant. Mais je trouve que dans Expedition to New Dell, c'est plus difficile de créer cette réaction en chaîne-là. Donc, on va le faire à petite échelle. Donc, je me demande, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas nécessairement, on s'est pas concentré à piger plus de cartes pour créer vraiment une espèce de synergie plus intéressante entre nos différentes mains? Je le sais pas. Je suis encore un peu mitigé, mais ce n'est pas un jeu que je vais jeter, que je vais jeter du revers de la main. Évidemment, je veux faire les 8 différentes parties. Puis après ça, peut-être donner une opinion plus poussé derrière ce jeu-là. J'ai joué pas mal aussi à Sorcerer City. J'avais mentionné peut-être j'avais mentionné dans mon ancien Quad 9 du mois de janvier que j'étais un petit peu mitigé par rapport à différentes choses. J'ai rejoué un bon nombre de parties et je peux définitivement dire que certaines ressources sont plus intéressantes que d'autres parce que dans Sorcerer City, pour vous remettre les pendules à l'heure, c'est une espèce de deck building où est-ce qu'on va on va acheter des tuiles et ces tuiles-là, on va avoir un certain temps, je pense que c'est 2 minutes, pour créer une ville la plus prospère possible. Et le but, c'est vraiment de créer des espèces de quartiers avec une couleur similaire, possédant
possédant aussi un espèce de bouclier qui va nous donner une manière de scorer. Donc, par exemple, il faudrait avoir une ligne continue de tuiles de même couleur ou encore une section. Donc, on peut faire des L, des S, on peut aller de façon adjacente et on va scorer toutes ces différentes tuiles-là. D'autres boucliers nous indiquent qu'il faut scorer. On va scorer un nombre de points équivalent à le nombre de boucliers autour de celui-ci. Et ce qui se passe, c'est que chaque bouclier va avoir une couleur en particulier et chaque couleur représente une des 4 différentes ressources. Donc, on a de l'argent, on a de la prospérité qui est un peu comme les points de victoire. On a aussi, dans le fond, l'espèce de côté militaire qui est plus rouge. Et finalement, on a l'espèce de ressource, la magie, qui peut se transformer en 3 autres ressources. Donc, c'est sûr et certain que, admettons, l'argent va nous permettre une seule et unique chose, c'est-à-dire acheter des nouvelles tuiles. Donc, à un moment donné, on ne veut pas nécessairement investir beaucoup dans les boucliers avec de l'argent, étant donné que ça ne fait que nous acheter des tuiles et on ne peut pas juste accumuler plein de tuiles dans ce jeu-là, puisqu'à un moment donné, on a seulement 2 minutes, donc on ne veut pas nécessairement passer à travers son deck, on ne peut pas nécessairement passer à travers son deck de tuiles s'il y en a une vingtaine, parce qu'on essaie de les placer le plus rapidement possible et de façon stratégique. Donc, ça fait en sorte que on ne veut pas nécessairement investir sur le long terme dans cette ressource-là en question, puisqu'à un moment donné, acheter des tuiles pour acheter des tuiles, c'est pas nécessairement pertinent. On veut davantage investir dans les 3 autres qui vont nous permettre de faire des points, de transformer les ressources en question ou encore d'avoir accès à des bonus à la fin de certains rounds. Donc, oui, il y a vraiment un côté où est-ce que certaines ressources sont plus avantageuses ou qui sont plus gagnantes dans le jeu, mais je pense pas que ça rend le jeu moins bon. Je pense juste que si les joueurs sont au courant de tout ça, ça fait en sorte qu'on va peut-être plus compétitionner pour certaines tuiles. Donc, on va peut-être vouloir aller investir, en fait, créer un réseau dans notre petite ville personnelle pour être capable d'avoir le plus, par exemple, de force militaire pour obtenir un bonus. Ou encore, on va vouloir investir davantage au niveau de l'argent pour être capable d'aller récupérer une tuile en question qui, une fois qu'elle est dans notre deck, là, après ça va créer une espèce de réaction en chaîne. Donc, vraiment, j'ai beaucoup apprécié mon expérience. Je n'ai essayé qu'à 2 joueurs seulement. Je veux réessayer à plusieurs joueurs et on va voir qu'est-ce que ça donne, somme toute. Mais c'est définitivement un jeu qui m'a surpris de plus en plus que j'y jouais. Aussi au niveau de sa variété par rapport aux monstres. Donc, probablement que j'aimerais ça faire une critique de ce jeu-là très bientôt. Juste faire quelques parties, en fait, à plusieurs joueurs. Et ensuite de ça, je pourrais me lancer dans une critique un peu plus élaborée de ce dernier. Et d'ailleurs, c'est une très très bonne alternative pour des deck building. Donc, si vous n'aimez pas, si vous êtes tanné du deck building, de piger des cartes toujours, d'acheter de nouvelles cartes, etc., bien celui-ci, tout d'abord, on achète des tuiles, on doit placer les tuiles devant soi plutôt que de créer des combinaisons de cartes. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est le fait aussi qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on a seulement 2 minutes pour placer toutes nos tuiles le plus vite possible et de façon le plus stratégique possible. Donc, on a ce côté-là de construction de paquets, donc développer un potentiel plus grand par rapport à ce qu'on a déjà. Mais on le fait de façon différente. Donc ça, c'est très intéressant. Chapeau à Druid City Games. Space Alert. Et oui, j'ai joué à Space Alert, donc qui était d'ailleurs dans mes jeux à essayer, ma pile de la honte, comme Infamous Traffic d'ailleurs. Infamous Space Alert, j'ai beaucoup trouvé ça le fun, même plus que ça, j'ai beaucoup aimé. Space Alert, en fait, pour donner une idée aux personnes qui ne connaissent pas le jeu, c'est un jeu de M. Vlaada Chvátil, l'auteur derrière Mage Knight, derrière Codenames, derrière Through the Ages, derrière Galaxy Trucker. Donc, cet auteur-là a énormément de jeux à son actif et est très varié dans ses designs de jeux. Space Alert est encore une fois très sort complètement du lot puisque c'est un jeu coopératif en temps réel où est-ce qu'on va avoir une espèce de bande sonore qui va nous indiquer
des restreintes ou des situations où est-ce qu'on va avoir des ennemis à devoir affronter dans notre petit vaisseau spatial. Et le but, c'est un jeu de programmation où est-ce qu'on doit collaborer ensemble pour faire face à différentes situations, que ce soit des situations en fait où est-ce qu'on a des bris à l'intérieur du vaisseau ou encore faire face à des attaques aliens venant de vaisseaux externes. Et ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que oui, le jeu prend beaucoup de temps à expliquer, c'est-à-dire que bon, il y a quand même beaucoup de règles, mais ça se joue en 10 minutes. Donc, une fois que le jeu est expliqué et une fois qu'on a un groupe de joueurs qui est habitué de jouer, ça devient facilement un filler qui est énormément demandant au niveau du jus de cerveau qu'on met sur la table. On a énormément de choses à gérer. Il faut collaborer ensemble. Il faut être capable de fusionner nos idées ensemble, de construire cette espèce de programmation-là pour qu'on puisse arriver à un point commun où est-ce que, boum, OK, on fait une action ensemble, ce qui va, par exemple, on va tirer des fusils ensemble, on va tirer du canon ensemble, donc ça va faire en sorte que les deux canons ensemble vont créer une plus grande attaque, donc on peut passer à travers les points de vie d'un ennemi plus rapidement. C'est vraiment un jeu qui mérite d'être découvert parce que ce jeu-là a été mis en dessous de la pile de nouveautés, mais encore une fois, Space Alert, il n'y a rien comme ce jeu-là sur le marché au niveau du casse-tête, au niveau de qu'est-ce qui est sur la table, au niveau de la dimension ludique. On a vraiment une expérience hors du commun avec Space Alert. Moi, c'est définitivement un jeu que je veux promouvoir dans mes différents milieux, les différents joueurs avec qui je joue régulièrement, pour être capable qu'à un moment donné, ce jeu-là, ben, je l'amène, puis on fait comme « Hey, on est dans un entre-deux, on joue-tu à Space Alert? » Oui, ok, pas de problème, let's go, on joue. Bim, bam, 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 on joue. Là, après ça, on est comme « Ben, écoute, ça a juste pris 10 minutes, on en refait une autre parce que là, on attaque quelqu'un. Ok, pas de problème, on en refait une autre. Parce que ce jeu-là, on pourrait en faire encore et encore et encore. J'ai l'impression qu'il y a énormément de rejouabilité potentielle dans Space Alert et définitivement c'est un jeu qui mérite plus d'attention et qui mérite vraiment des fois je le vois dans l'usager pour vraiment pas cher, puis sérieusement c'est un jeu qui vaut son pesant d'or. Des fois il est à 30$ peut-être sur le marché de l'usager, puis c'est ridicule, un jeu de 30$ de cette qualité-là, vraiment là, sauter dessus. C'est sûr certain que c'est pas fait pour tout le monde. Les joueurs qui aiment pas ça être stressés, le côté temps réel peut être stressant. Le côté coopératif, impossible d'avoir un joueur qui est alpha. Impossible parce qu'il y a trop de données à devoir calculer en très très peu de temps. Et en plus de ça, on n'est pas au courant des cartes que les autres joueurs possèdent. Et il faut collaborer ensemble de façon très rapide. Donc, des fois, ça se peut qu'on s'ostine, ça se peut qu'on clash certaines idées, mais c'est pas le temps de faire ça parce que là, il faut réagir par rapport à quel défi le jeu nous présente. Vraiment un superbe jeu par M. Jatil. Aussi, très bientôt, une critique que j'aimerais bien faire par rapport à ce jeu-là. J'ai rejoué à Tainted Grail et il y a une règle, ça fait... Tu sais, à un moment donné, Vincent, des fois j'ai de la misère avec certaines règles, des fois j'ai de la misère à comprendre certains points de règles. Ce qui fait en sorte que je peux jouer plusieurs parties, puis à un moment donné, je réalise que, oups, il y avait un détail que j'avais pas fait comme du monde. Et c'est le cas pour Tainted Grail, où est-ce que je suis rendu à mon 8e chapitre et je viens de me rendre compte qu'il y a une règle que je faisais tout croche au niveau au niveau des menhirs et tout ça. Donc ça fait en sorte que l'exploration est beaucoup plus limitée. Et c'est un jeu donc qui va permettre une plus grande rejouabilité. Donc cette règle-là que j'ai omise, que j'ai mal compris, c'est très simple, c'est que en fait c'est un jeu un peu à la Seven Continent où est-ce qu'on va placer des cartes et qu'on va se promener. Et à la fin de notre journée, eh bien toutes les cartes qui ne sont pas adjacentes, qui ne sont pas autour d'un menhir, eh bien elles vont disparaître. Et si on est sur une de ces cartes-là, eh bien on doit retourner directement au menhir d'ici la fin de la journée parce que autrement on va perdre des points de vie, on va gagner des points d'insanité. Donc, j'ai été très mitigé quand j'ai compris cette règle-là.
Et de un, parce que j'étais déçu, parce que je trouvais que le côté exploration était super intéressant. Parce que j'aimais beaucoup le fait que, bon, on pouvait vraiment se promener partout et, bon, des fois, on devait allumer des menhirs pour simplement être capable de perpétuer un peu nos habitudes nos habitudes de jeu. Mais que là, cette règle-là, qui restreint beaucoup de choses, fait en sorte que j'étais mitigé au sens où est-ce que je me disais, ben, ça devient au final juste un concours de pigeage de ressources, puis on essaie d'aller récupérer des ressources pour allumer un menhir. Et ça m'a un peu... ça m'a beaucoup déçu. Ça m'a vraiment, vraiment comme laissé sur mon appétit. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis, ben, c'est une proposition du jeu. Et ça fait en sorte que la dimension exploration du jeu devient plus intéressante au niveau de la rejouabilité parce qu'on n'aura pas le temps de tout explorer, contrairement à moi, de la manière que je jouais, où est-ce que bon, je me permettais d'explorer davantage. Et donc, ça permet un plus grand nombre de parties parce que mon but, moi, c'est vraiment de faire le chapitre au complet et de passer à travers. Mais là, ça rend les choses beaucoup plus difficiles et peut-être à la limite plus agréable pour certains joueurs qui n'ont pas peur nécessairement de s'investir et de mettre des 45, des 50, des 60 heures dans un jeu. Donc Tainted Grail va vraiment permettre ça et le côté narratif reste quand même très 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 intéressant, très viandeux. Donc pour moi, ça reste quand même un superbe jeu à ce niveau-là. C'est juste que pour ma part, il y a peut-être le côté habitude de jeu où est-ce que, étant donné que je passe à travers différents jeux et que je dois faire des critiques très rapidement, j'ai peut-être pas nécessairement l'opportunité de m'investir 50 heures dans un même jeu. Ceci étant dit, je pense que je vais laisser la chance à ce jeu-là. Je n'ai pas de jeu en tant que tel solo. Donc, ça peut être probablement une belle expérience à faire pour ma part personnelle, de façon solo. J'ai dit que je voulais faire une critique du jeu. Eh bien, il va falloir que je me ravise là-dessus parce que je vais faire encore quelques parties. Je veux passer à travers la campagne avant de faire une critique plus constructive. Donc, vraiment vous donner mon avis sur tous les différents points que le jeu offre et surtout donner une meilleure vue d'ensemble de tout cela. Donc, il va falloir attendre pour ce jeu-là. Mais c'est pas grave parce que je vais me réessayer et je vais le réessayer encore et encore. On verra. J'ai aussi fait... Underwater City. J'ai acheté l'extension au même prix que le jeu de base. Je me disais qu'à ce prix-là, il allait avoir énormément de stock. J'avais quand même certaines attentes. Je le cacherai pas, j'avais quand même le goût d'avoir un retour sur investissement. Et malheureusement, non, vraiment pas. Premièrement, on offre, oui, des nouveaux plateaux qui sont qui sont mieux que bon la base, qui sont meilleurs que ceux qui sont offerts dans le jeu de base. Mais les modules qui sont présentés dans le jeu sont très contraignants au sens où est-ce qu'on ne peut pas agencer des modules ensemble. Certains, oui, bon, des trucs pour accélérer le début de partie, mais en tant que tel, le jeu vient partiellement répondre aux problèmes que le jeu avait selon moi, c'est-à-dire la configuration à 3 et à 4 joueurs qui rend le temps de jeu vraiment, vraiment très long et exhaustif, à la limite comme désagréable pour moi. L'autre chose, c'est que je m'attendais à ce qu'on crée une variété au niveau de, pas nécessairement des ressources, mais au niveau de la rejouabilité. Et au final, on ne fait que prendre des éléments du jeu déjà présents et on fait juste simplement les remettre sur la table telles quelles, juste de manière un petit peu différente. T'sais, comme par exemple, il y a un module où est-ce qu'on peut sélectionner un plateau qui va nous indiquer des tuiles que l'on va piger au hasard en début de partie. On va en choisir une. Par exemple, le jeu va nous dire, on t'en pige 6 bleues, 6 vertes, choisis-en 3 parmi celles-ci.
alors que ça aurait pu être une règle maison. Tu sais, je veux dire, est-ce que j'ai vraiment besoin j'ai-tu vraiment besoin d'une extension à 65$ pour me proposer cette règle maison-là? Ça, je trouve ça comme vraiment, vraiment aberrant. Et le jeu ne vient pas répondre au problème initial qui est la durée de jeu. Oui, on accélère le début de partie, mais le reste est quand même très très long et quand même dépasse un petit peu l'acceptable pour moi quand on arrive à 4 joueurs. Puis les plateaux, ben, tu sais, c'est super problématique parce que les plateaux sont réversibles. Un plateau va te permettre de jouer avec un module X, alors que l'autre plateau va te permettre de jouer avec un autre module. Mais moi, si je veux mettre les deux plateaux ensemble, je suis pas capable. Je suis incapable. Ça va faire en sorte que soit que je joue avec le module de draft des tuiles, soit que je joue avec le module des musées. Puis là, tu me dis, oui, mais Vincent, tu pourrais très bien faire une règle maison où est-ce que tu draftes toi-même tes tuiles. Oui, je le sais, mais c'est frustrant. Je trouve ça vraiment frustrant d'avoir payé autant que ça pour avoir très peu de contenu au final. Je vais faire une critique très bientôt du jeu. Je vais faire une critique des extensions et ça me fait réfléchir beaucoup à l'utilité, la pertinence des extensions. Donc, c'est une vidéo probablement que je vais produire très bientôt au niveau des différents types d'extensions. Donc, ça peut être quelque chose, je vais mijoter là-dessus et je vais revenir avec une vidéo très, très, très bientôt où est-ce que je parle seulement d'extensions, le principe des extensions, quel type d'extension qui existe et comment est-ce qu'on pourrait les catégoriser et surtout voir penser, réfléchir à c'est quoi la pertinence d'une extension, pourquoi est-ce qu'on achète une extension, à quoi ça sert, etc., etc. Donc, c'est une critique, donc c'est pas nécessairement une expérience de jeu qui est négative, en fait, c'est une expérience de jeu qui m'a permis d'avoir cette réflexion-là. Mais définitivement, Underwater Cities, je ne suis pas convaincu que c'est un achat qui est nécessaire. Le jeu de base est très très bon et il va falloir une autre extension selon moi pour venir régler les problèmes que j'ai mentionnés, c'est-à-dire le problème au niveau du nombre de joueurs et le problème au niveau de la diversité du jeu. Donc le jeu en tant que tel ne présente pas une diversité à ce niveau-là. Pas le jeu, mais l'extension. Enfin bref, j'en parlerai dans ma critique en plus long et en plus large. Et un autre gros coup de cœur pour moi ce mois-ci, ça a été Watergate. Watergate, un peu comme 1960, Kennedy contre Nixon, va reprendre un principe un même principe similaire que dans Twilight Struggle, c'est-à-dire non pas le deck de cartes, mais bien le principe de souk à la corde que j'appelle ça parce qu'on va avoir des ressources ou des jetons que l'on va tirer chacun de notre côté. Donc on peut utiliser toujours une carte soit pour tirer une ressource de notre côté du plateau ou pour l'événement en question. Ceci étant dit, si on utilise la carte pour l'événement, eh bien on jette la carte, alors que si l'on utilise pour les ressources, ben cette carte-là revient dans notre deck. Et ça, je trouve ça super intéressant, ce principe-là que la carte revient dans notre deck personnel, parce qu'à un moment donné, on va repiger les mêmes cartes et ces cartes-là vont nous indiquer, en fait, on commence à connaître les cartes, on commence à connaître le deck. Donc, on a toujours cette espèce de dualité-là entre, oui, cette carte-là est très, très forte, elle va me permettre d'avancer un jeton plus rapidement, mais en même temps, quand est-ce que j'active, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'activer l'événement immédiatement? Est-ce que je serais mieux de l'activer plus tard pour être capable d'utiliser l'événement à un autre moment donné qui est plus pertinent dans la partie et continuer à utiliser la force de la carte? Donc, par exemple, si elle a un pouvoir de carte, ben, je peux tirer n'importe quel jeton, en fait, d'une certaine couleur ou des jetons d'initiative ou des jetons de momentum de mon côté. Et ces jetons de momentum-là, en fait, d'un côté, on a Nixon, où est-ce que le joueur Nixon va essayer de récupérer ces jetons momentum-là de son côté et à la fin de chaque round, si le jeton est de son côté, ça l'amène plus près de la victoire, ce qui fait en sorte que après avoir acquis 5 jetons rouges, 5 jetons momentum, Nixon gagne la partie,
alors que du côté des journalistes, eh bien, il faut récupérer des jetons, en fait, d'évidence pour connecter, en fait, des personnages historiques à Nixon sur le plateau. Donc, au niveau esthétique, c'est superbe. C'est vraiment un très, très beau jeu. Et au niveau du gameplay aussi, j'ai joué et j'ai envie de rejouer les journalistes, mais j'ai envie de jouer Nixon aussi. Je n'ai joué que les journalistes jusqu'à maintenant. J'ai très, très hâte de le remettre sur la table. Une critique aussi très bientôt. Probablement un à table aussi que j'aimerais faire avec ce jeu-là. Donc, c'est pas mal ce qui conclut toute la portion de jeux que j'ai joué pendant le mois. Maintenant, qu'est-ce que j'ai produit sur la chaîne ce mois-ci? Bien, tout d'abord, j'ai produit une critique ainsi que un nouveau concept que j'ai amené de Infamous Traffic. Donc, la critique de Infamous Traffic est quand même longue. J'explique beaucoup de règles. Je n'explique pas tout en détail, mais ça fait en sorte que si ça vous intéresse quand même, ben, je répondrai à vos questions si vous en avez par rapport à différents points de règle. Mais le concept de à table, l'idée derrière ce concept-là, c'est d'offrir l'opportunité aux gens avec qui je joue, qui m'aident en tant que tel à réfléchir à l'expérience de jeu, de pouvoir avoir cette discussion-là devant caméra, parce que souvent, c'est ce genre de discussion-là qui me permet, moi, personnellement, de me renouveler dans mon thinking, dans ma philosophie ludique en tant que telle. Et j'aime beaucoup, en fait, les réflexions qui sont amenées à travers tout ça. Je trouve qu'on a vraiment des belles discussions, on fait des beaux liens, l'expérience ludique de tous et chacun et leur opinion personnelle fait en sorte que quand on met ça tout ensemble, on a un super bel échange et on est capable de parler du jeu de façon plus profonde que juste une seule tête. Donc, plusieurs têtes valent mieux qu'une. Donc, c'est vraiment l'idée derrière le à table. Et Sylvain l'a utilisé tout récemment avec Domination. Et je pense que ça donne un beau résultat. Et surtout, ça permet aux gens qui nous écoutent en général. Moi, j'aime ça. Je trouve que le jeu, c'est quelque chose de communautaire. Je trouve que c'est quelque chose de rassembleur. Et une autre idée derrière, c'est de me dire, il y a des gens qui ont une expérience de jeu, il y a des gens qui ont une bonne opinion, et je trouve ça dommage qu'on ne donne pas nécessairement le micro à ces gens-là qui ont une bonne tête sur les épaules et qui réfléchissent super bien. Et donc, d'offrir à tous et chacun une espèce de petit... pas un stadium, pardon, un endroit pour être capable de s'exprimer. Je trouve que pour moi, c'est vraiment l'idée derrière le à table. Donc, voilà. Sinon, j'ai produit aussi une critique de Blitzkrieg qui était c'est ça, Blitzkrieg, j'en avais déjà parlé auparavant. Autrement, j'ai fait aussi une critique de Cryptid qui est maintenant devenu disponible en français au Québec et en France depuis quelques temps. Donc, c'est un superbe jeu à considérer dans votre ludothèque. Vraiment très facile d'accès, super simple et surtout une belle alternative à des jeux comme par exemple Clou. Donc, on peut vraiment présenter ça à des gens qui aiment le côté... qui aime ça avoir un côté un peu déduction. Donc, Cryptid vient vraiment toucher cette petite corde-là. Et j'ai fait aussi une vidéo sur un top 10 des vrais meilleurs jeux de société de 2010 à 2019. Parce que JP avait fait une vidéo sur les vrais meilleurs jeux de société, le top 10 des meilleurs jeux de société de notre décennie. Et j'étais tellement pas d'accord avec lui que j'ai décidé moi-même de faire ma propre vidéo sur le top 10 des vrais meilleurs jeux de société. Vous irez voir ça si ça vous intéresse. Je pense quand même sortir encore une fois du lot au niveau de ce que je propose. Et c'est correct, parce que ça vous permet à vous de découvrir d'autres jeux qui m'ont charmé moi. Donc voilà. Et sinon, au niveau du concept à quoi je joue, j'ai joué tout récemment à Infamous Traffic, j'ai joué à Space Alert et j'ai aussi joué à Dynasties que je vais parler plus tard dans mon vidéo du mois de mars, mon Quad 9 du mois de mars. Donc, j'ai joué à ces trois jeux-là qui venaient de ma pile de à quoi joue-je. Et aujourd'hui, je vous présente d'autres jeux que j'aurais envie d'essayer prochainement et que je voudrais que vous ayez votre mot à dire là-dessus. Je réitère tout d'abord les deux titres que je n'ai pas joué dans la collection de À quoi joue-je.
c'est-à-dire War of the Rose, qui est un jeu en fait qui va représenter la guerre des roses entre les Lancaster et la famille des York en Angleterre. Et ce jeu-là, en fait, c'est un jeu où est-ce qu'on va avoir deux joueurs, un 2 contre 2, mais il va y avoir un seul gagnant. Donc, parfois, on veut que notre adversaire soit gagnant sur notre allié, puisqu'on veut ralentir cet allié-là, mais pas trop parce qu'on veut aussi être capable de créer une bonne symbiose entre notre programmation, parce que oui, il y a un côté programmation où est-ce qu'on va placer différentes unités sur le plateau, un côté très négociation aussi. Bref, War of the Rose que j'ai très très hâte d'essayer. Définitivement, je vais essayer de me faire une partie, mais si vous me dites faut que tu t'en fasses une, je vais m'en faire 3-4 de celui-ci. Ensuite de ça, on a un autre jeu qui est, encore une fois, je réitère, Deranged, qui est un jeu par Hobby World que je n'ai pas encore joué. J'avais lu les règles, j'ai encore oublié. Mais pour vous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est un genre de jeu à la Dead of Winter où est-ce qu'il va y avoir un joueur qui va être cette bébite-là, le Deranged. Mais ce joueur-là, en fait, le Deranged va transférer d'un joueur à un autre et le but, c'est d'éviter de l'être ou si tu l'es, de malheureusement faire perdre tous les autres joueurs. Il faut passer à travers un certain nombre de jours et il y a aussi un côté scénario où est-ce que on va passer à travers différentes restrictions que le jeu nous donne. On accumule ces restrictions-là et à un moment donné, on a un jeu pas nécessairement plus complet, mais plus complexe, je dirais, avec plus de restrictions. Il y a un côté deck building, il y a un côté aussi où est-ce qu'on va bâtir un peu notre main, on va gérer cette main-là pour avoir des meilleures armes pour se défendre. On a aussi du déplacement en fait sur un plateau où est-ce qu'on va rentrer dans certaines maisons pour se cacher pendant la nuit. Enfin bref, donc Deranged, le deuxième. Et là, on passe au nouveau jeu de mon À quoi joue-je? J'ai un jeu ici qui nous date de, je crois, 1986, si je me trompe pas. Cette version-là, par contre, nous date de 2006. C'est Die Macker. Donc, Die Macker, c'est un classique de la politique allemande. On a vu une réédition de ce jeu-là sur Kickstarter. Moi, j'ai la vieille édition de 2006. Il n'y a pas grand changement entre celle que j'ai actuellement et la nouvelle, mis à part l'épuration de certaines règles. Et je suis un petit peu contre ça personnellement. J'aime bien avoir les jeux dans leur version initiale, surtout quand, on s'entend que ce jeu-là a fait ses preuves. Donc, c'est vraiment un jeu où est-ce qu'on va s'investir dans différents comtés, différents endroits de l'Allemagne pour être capable de promouvoir notre parti politique. J'ai vraiment hâte de l'essayer, celui-là. C'est un jeu qui dure quand même assez longtemps. On parle de 2h30 à 3h sur la boîte, mais ça dure plus longtemps étant donné qu'on a souvent énormément de stock à gérer. Et très drôle, fun fact, il y a étant donné que ça date de 2006, il y a un DVD sur comment jouer au jeu. Donc, c'est un beau DVD. Hein? Donc, ça paraît que c'est 2006. Hein? Mais enfin, bref, un jeu de Game of Money, Politics and Power, donc j'ai très hâte d'essayer ça. Si ça vous intéresse que j'essaye ça, ben let's go, faites-moi signe. J'ai aussi un jeu de Thomas Dagenet-L'Espérance. Donc Thomas Dagenet-L'Espérance qui a fait des cryptos, mais qui a aussi fait dernièrement Wayfinders. Et ce jeu-là, je l'ai depuis le Gen Con. Je n'ai pas encore joué, il est encore dans son emballage. Anomalie, où est-ce qu'un joueur va représenter une espèce d'anomalie dans une école secondaire, alors que les autres joueurs vont représenter les élèves qui doivent stopper cette anomalie-là. Donc, les joueurs vont devoir collaborer ensemble avec une espèce de pool, en fait, je pense, d'énergie, alors que l'anomalie, lui, a son propre pool et il va devoir se promener pour récupérer de l'énergie venant des élèves. Donc, j'ai très hâte de jouer à ce jeu-là. Je ne connais pas beaucoup de choses, j'ai pas lu les règles, mais ça reste quand même que j'ai envie de voir qu'est-ce que cette boîte-là nous propose, surtout que Decrypto a été un jeu que j'ai grandement apprécié, venant de notre ami Monsieur Dagenet-L'Espérance, très très bon designer. J'ai pas encore vu Wayfinders et j'ai très hâte de le voir celui-ci d'ailleurs. Et le dernier, mais non le moindre, j'ai parlé dans mon
top 10 des vrais meilleurs jeux de société de notre décennie de Food Chain Magnate et j'ai reçu l'extension de Food Chain Magnate de Catch-Up Mechanism, donc un beau petit jeu de mots, hein, Catch-Up, donc le Catch-Up, donc rattraper le mécanisme. C'est un jeu, en fait, je parlais de modules tantôt, c'est drôle parce que je parlais de modules, alors celui-là offre plusieurs modules, offre différentes versions, pas différentes versions, pardon, mais différentes manières de jouer au jeu de base et celles-ci vont grandement changer notre dynamique de jeu. Donc on a par exemple on peut acheter maintenant des nouilles et si les joueurs n'ont pas la demande que les maisons veulent avoir, eh bien les gens vont aller acheter des nouilles à la place. On peut construire des nouvelles routes, on peut détruire des nouvelles routes. On a aussi des milestones, donc si vous connaissez le jeu en fait, donc on a des milestones qui sont différents. Donc si ça vous intéresse que je joue davantage à Food Chain puis que j'explore plus ce jeu-là, ben écoutez, dites-moi là en commentaire. Donc voilà. Je répète les différents, donc War of the Roses, Deranged, Dimaker, Anomaly et finalement Food Chain Magnet Catch-Up Mechanism, donc l'extension de Food Chain. C'est ce qui fait pas mal le tour de mon À quoi joue-je. Pour ce qui s'en vient sur la chaîne, définitivement, bon, j'ai parlé d'une critique de Watergate, ça va être définitif. J'ai parlé aussi d'une critique de Bees, j'ai parlé aussi d'une critique de l'extension d'Underwater Cities et ça, je tiens grandement à le faire parce que je pense qu'il y a une belle discussion par rapport à ça. J'ai fait mon entrevue avec Zev Schlesinger, qui est un grand de l'industrie depuis des années. Donc, c'est l'homme derrière la compagnie Z-Man Games qui s'est vu produire énormément de jeux. Donc ça s'en vient très bientôt. Et autrement, ben écoutez, si vous avez des suggestions à faire de type de vidéo, j'ai parlé de vidéos sur les différentes extensions, donc ça oui je veux le faire, mais s'il y a d'autres jeux que j'ai parlé dans ma liste, que vous auriez envie que je mentionne ou que je fasse une critique sur ceux-ci, n'hésitez vraiment pas à le faire. Alors voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc si vous avez apprécié, encore une fois, on apprécie toujours les petits pouces vers le haut, on apprécie aussi que vous nous suiviez sur Instagram, que vous abonniez à notre chaîne, que vous likez notre page Facebook. Donc, on a beaucoup de contenu et on aime ça vous offrir plein de contenu malade, extraordinaire. Wouhou! Donc, voilà, sur ce, c'était Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage!